Bonjour à tous. Bonjour Denis. Bonjour. Vous entendez bien, vous me voyez, tout va bien? Tout va très très bien. Bien, je pense que l'heure est venue, donc bienvenue à tous et merci au docteur Lambolet d'accepter gracieusement de venir partager son expérience dans le cadre de la série de webinaires organisée par l'Institut Repère pour accompagner le déconfinement, la reprise suite comment dire, à la crise sanitaire. Et qui est, comment dire, le docteur Lambolet? C'est d'abord un intervenant de l'Institut Repère. C'est un médecin qui est aussi patron de sa boîte, le Wellness Management. Il est spécialiste de la prévention de la santé et de la gestion du stress professionnel. Et il collabore depuis 10 ans comme partenaire de recherche, pour ceux que ça intéresse, avec le laboratoire de psychologie sociale du docteur Zenasny, je ne sais pas si ça se prononce correctement, dans l'université de Paris 5. Et il développe des baromètres scientifiquement validés pour évaluer les risques psychosociaux, les personnes en fragilité et les risques de burn-out dans les entreprises. Voilà, donc c'est une approche, si j'ai bien compris, qui est innovante, qui permet d'identifier les zones de vigilance, mais aussi les ressources que les organisations ont afin d'optimiser la performance des managers. Et donc, face à cette pandémie ou épidémie, vous avez développé avec l'université Docteur un nouvel outil qui s'appelle WellCap et qui permet de déterminer le niveau de stress, mais aussi les ressorts et les facteurs de résilience individuelle, collective et sociale au niveau des salariés, tant au niveau des salariés pardon, qu'au niveau des équipes, ce qui est très intéressant. Et ce temps pendant le confinement, bon, on y est presque à la fin, mais aussi en post-confinement. Et dans votre, pour donner une dimension, comment dire, un ordre de grandeur, il y a 150 consultants, coachs et formateurs dans toute la France qui sont formés à vos outils. Voilà. Je pense que ça donne une idée de qui nous avons devant nous aujourd'hui. Voilà. Je vous laisse la parole. Alors, je vais encore cadrer juste le mode de fonctionnement. Vous avez souhaité faire une discussion ouverte. Donc, par rapport à ceux qui ont déjà suivi les webinaires, vous êtes autorisé à intervenir non pas par le chat, mais comme en plus nous sommes une trentaine, vous êtes autorisé aussi à poser des questions en direct, si j'ai bien compris. Vous allez présenter un petit quart d'heure et puis après, ce sera une discussion ouverte. Donc, simplement, je vous demanderai de garder votre micro éteint quand vous n'intervenez pas. Bon, c'est vrai que c'est un peu particulier parce que parfois on oublie de le rebrancher. Mais voilà, ça permettra de travailler ensemble de manière comme l'a souhaité le docteur, c'est-à-dire de manière à avoir une discussion et un échange. C'est correct, docteur? Oui, oui, alors ce que je propose peut-être, c'est que donc, je vais vous présenter un petit peu les résultats de l'étude qu'on a menée et les axes de réflexion, aussi bien sur les, les facteurs de vigilance que de ressources. Donc peut-être pendant ce temps-là, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en chat. Et puis après, ça sera autant d'éléments peut-être de discussion et de réflexion ensemble dans une deuxième partie. Hein, on peut peut-être fonctionner comme ça. Donc, quelques mots d'abord sur ce WellCap. Effectivement, nous, on travaille avec l'université, on a développé des baromètres. La différenciation avec d'autres baromètres qui existent sur le marché, c'est que justement, on travaille en mode recherche et on essaye de les valider vraiment scientifiquement avec les doctorants et avec tout le laboratoire de psychologie sociale. Donc, on propose ces baromètres aux entreprises, que ce soit en lien avec la médecine du travail, avec les DRH ou avec les managers. Et là, quand est arrivée cette épreuve en fait du Covid, on s'est posé la question, on s'est dit mais finalement ce qu'on a développé, c'est pas vraiment d'actualité par rapport à tout ce qui nous arrive. Donc peut-être qu'il faut construire une nouvelle échelle et on a interrogé les entreprises sur leurs besoins et les entreprises nous ont dit en fait on a besoin de mesurer effectivement les personnes en vigilance, c'est-à-dire le degré de stress, d'anxiété, qu'est-ce que ça procure et comment ça va se passer. À l'époque, c'était pendant le confinement, mais même après le confinement. Et puis, comment sont perçus les nouveaux modes de travail et surtout, sur quels facteurs on va pouvoir rebondir, c'est-à-dire la résilience.
Donc, on est parti sur cette idée d'échelle et donc avec le laboratoire, on est parti sur 3 modes en fait. Alors, le premier, effectivement, c'est de mesurer le stress et l'anxiété. Après, c'était les modes de travail et la résilience. Et pour la résilience, on s'est basé sur ce que les Américains appellent le PSYCAP, parce qu'il y a beaucoup de définitions de la résilience, hein, vous le savez. Donc, c'est à savoir, c'est-à-dire l'auto-efficacité. Est-ce que les gens se sentaient en auto-efficacité de faire face, par exemple, au télétravail ou à ce qu'on leur demandait? Est-ce qu'ils avaient des ressources personnelles et sociales? Et la dernière composante qui est quand même assez importante, parce que si on n'a pas des émotions positives et si on n'a pas d'espoir et d'optimisme, on a du mal à avoir quelque part de la résilience. Donc, on a mis l'espoir et l'optimisme. Donc, on a fait un construct de cette façon. Il y a 38 questions avec donc des curseurs et puis des questions en amont qu'on pouvait customiser pour l'entreprise et un verbatim à la fin. Donc, on a passé plusieurs milliers, je ne sais plus combien on est, mais on est à 7 ou 8 000 au moins maintenant, WellScan qui sont passés depuis le début du confinement. Donc, on a un certain retour. Et parallèlement à ça, pendant le confinement, moi, j'ai fait pas mal d'ateliers de soutien donc, aux salariés. Donc, j'ai un peu le retour aussi terrain. C'est un petit peu ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, enfin, vous voulez échanger là-dessus aujourd'hui, sur un petit peu les résultats qu'on a pu obtenir. Alors, il faut savoir que ce n'est pas non plus très objectif dans le sens où les entreprises qu'on a eues, c'était des entreprises avec les gens au télétravail. Donc, par exemple, je pense aux restaurateurs, aux gens de la culture, différents métiers du tourisme ou de l'événementiel. C'est sûr qu'ils n'étaient pas concernés et que, par exemple, ce qu'on a trouvé, nous, en résultat, ça aurait peut-être été différent si on avait fait une population beaucoup plus large. Toujours est-il que sur la population vraiment d'entreprises avec un certain nombre de salariés en télétravail, on a retrouvé des composantes clés et on a différencié ça en zones de couleurs. On a mis les zones rouges ou oranges avec les personnes à risque, d'ailleurs qu'on a communiqué pour certains aux médecins du travail, les zones vertes qui étaient un peu entre les deux et les zones bleues où ça allait très bien. Alors, en ce qui concerne les zones rouges, la question c'est pourquoi les personnes étaient dans une zone rouge de fragilité à risque alors qu'auparavant, ça allait plutôt pas trop mal. Bien sûr, il y a des gens en stress, il y a des gens en risque de burn-out, mais là, je dirais que ça a forcé un petit peu le trait et on s'est posé la question de pourquoi. Et on a trouvé un certain nombre d'éléments. Le premier, c'était ce bruit de fond, en fait, anxiogène, que tout le monde vivait avec cette peur ambiante qui était renforcée d'ailleurs par les médias, par tout ce qu'on entendait, etc. Attention, le nombre de morts tous les jours. Donc, ça faisait en fait un bruit de fond anxiogène et beaucoup de personnes ont développé ce que Martin Seligman appelait l'impuissance apprise. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais quand vous mettez par exemple, je sais pas moi, des chiens dans un enclos et qui n'ont pas le droit de sortir, au bout d'un certain temps, même si vous ouvrez l'enclos, ils ne sortent plus. Et on a retrouvé ça avec des gens qui nous ont dit, de toute façon, moi, je n'ai plus envie de sortir, je n'ai plus envie de rencontrer mes collègues, je n'ai plus envie d'aller au travail. Et j'ai encore eu le cas cet après-midi avec pourtant quelqu'un d'important, un big boss d'une grande entreprise qui m'a dit, moi, j'ai plus du tout envie de retourner au travail. Voilà, j'ai peur, j'ai pas envie d'aller à la défense, etc. Donc, pour ces personnes-là, effectivement, il y avait un sentiment d'impuissance et c'était vécu d'une façon négative, comme un stress négatif, qui peut d'ailleurs faire du stress post-traumatique, hein, plutôt que comme peut-être une nouvelle opportunité ou un nouveau challenge représenté par exemple, ce télétravail. Deuxième élément qu'on a remarqué, c'est cette distanciation sociale qui, pour un certain nombre de personnes, s'est transformée en défiance sociale, c'est-à-dire la peur de l'autre. Hein, c'est-à-dire, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit avant, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que avec les masques, avec les gestes barrières, etc., c'est rentré quelque part dans le mental des gens hein, et dans leur comportement, et du coup, ça a créé en fait ce sentiment de défiance. Troisième élément, c'est ce que j'ai appelé moi les décrocheurs, c'est-à-dire que c'est des personnes qui, du fait qu'ils étaient chez elles en télétravail, faisaient pas mal de procrastination, remettaient, avaient d'autres choses à gérer, avaient les enfants, notamment pour, par exemple, les devoirs d'école, des choses comme ça. Et puis progressivement, eh bien, se sont désynchronisés, j'ai envie de dire, de l'entreprise ou de ce qu'ils avaient à faire. Et du coup, ils se retrouvés très vite en surcharge et ils n'arrivaient plus à rattraper le temps. Et d'ailleurs, les décrocheurs, on l'a vu aussi chez les enfants hein, qui ont décroché, c'est-à-dire qu'ils faisaient les devoirs une fois, deux fois, trois fois, après ils commençaient à ne plus vouloir les faire. Donc, s'ils n'avaient pas des parents derrière eux pour vraiment les motiver, etc., eh bien, ça peut créer du décrochage scolaire, au même titre que ça peut créer du décrochage professionnel. Et puis, le dernier élément qu'on a trouvé chez les personnes à risque,
c'est la surcharge. C'est-à-dire que c'est des gens qui faisaient bien leur travail, qui étaient bien en télétravail, mais qui accumulaient de la fatigue parce que finalement, les temps d'écran, les temps de visio, etc., au bout d'un certain temps, ça demande une certaine concentration, une certaine vigilance. Et pour beaucoup de personnes qui étaient déjà fatiguées, qui avaient, pour certaines même qui ont eu le Covid, hein, et qui devaient s'occuper en plus des enfants, etc., c'était un peu le too much qui fait que ça pouvait faire déborder le vase. Voilà pour les personnes en rouge. Après, donc les personnes en zone verte. Alors, les personnes en zone verte, c'est des personnes qui ont bien vécu cette période de télétravail, d'ailleurs en confinement et post-confinement, hein, mais pour lesquelles il manque la convivialité. Il manque le fait de retourner au boulot, de dire bonjour à leurs collègues, de les saluer, voilà, d'être content de retrouver leurs collègues. Et quand on a interrogé ces personnes, ils nous racontent que, effectivement, pour eux, faire 3-4 jours de télétravail par semaine, ça serait génial. Et en même temps, peut-être d'avoir une journée, voire 2 journées, où on pourrait être dans un mode de convivialité et de relations sociales dans l'entreprise. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que peut-être les personnes perçoivent l'entreprise comme un nouveau lieu de convivialité et non pas comme un lieu d'un espace de travail. Ça change la donne. Hein. Donc, peut-être qu'on va voir si ça se généralise, mais c'est assez intéressant, du moins pour cette catégorie-là. Et puis pour la catégorie zone bleue, pour qui tout allait bien, alors ceux-là disent, voilà, moi, c'était formidable, j'étais efficace, j'ai trouvé un bénéfice, j'ai retrouvé de l'autonomie, j'ai retrouvé du contrôle, j'avais une prise de distance avec l'entreprise, avec mon manager, avec la charge que j'ai habituellement. Et finalement, il y en a beaucoup qui m'ont dit, par exemple, le fait de ne plus avoir le transport, moi, ça m'a permis de faire du sport, ça m'a permis d'apprendre une langue, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé vraiment de nouvelles ressources face à cette situation qui était pourtant compliquée. Voilà donc les 3 éléments qu'on a trouvés. Alors du coup, quels enseignements, une fois qu'on a dit ça, on peut mettre en avant? D'abord sur la partie, je dirais, vigilance. Alors, il y a cette résilience. C'est vrai que la résilience est fondamentale parce que quand on reçoit vraiment un choc tel qu'on l'a vécu, est-ce qu'on va être capable de rebondir, hein? Vous savez, comme moi, c'est étudier, est-ce que les gens ont cette faculté, est-ce que les équipes ont cette faculté, est-ce que les entreprises ont cette faculté, est-ce que même les pays ont cette faculté de pouvoir rebondir après un choc. Et ce qu'on sait, c'est que cette résilience, elle se base avant tout sur la sécurité, sur des relations sécurisantes et de confiance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer une résilience si on n'a pas confiance. Et ça, c'est un élément clé de vigilance parce que est-ce que l'entreprise, ou même est-ce qu'à une échelle plus grande, un État ou un gouvernement, va pouvoir donner suffisamment confiance pour que les gens puissent développer cette résilience. Et notamment, je pense aux managers. Est-ce que les managers des équipes vont donner suffisamment confiance? Est-ce que l'entreprise va donner suffisamment confiance? Et pour beaucoup de gens qu'on a interrogés, effectivement, ils nous disent on ne sait pas trop. Parce que est-ce que l'entreprise va licencier? Est-ce qu'il va y avoir des restructurations? Et moi, je le vois auprès des grosses boîtes, ils ne savent pas non plus. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce qu'on va garder les mêmes structures qu'avant? Est-ce qu'on va changer complètement? Est-ce qu'il va y avoir des licenciements? Et ainsi de suite. Et ça, les gens le sentent. Et du coup, cette perte de sécurité, entre guillemets, c'est un élément de vigilance. Deuxième élément de vigilance, donc il y en a 10, 10 éléments de vigilance, 10 éléments de ressources. Je fais exprès de mettre autant d'un côté que de l'autre. Deuxième élément de vigilance, c'est la frontière entre vie perso, vie pro, parce que est-ce qu'on arrive, notamment en tous les nouveaux modes de travail, en particulier le télétravail, à garder cette frontière et à faire la distinction vie professionnelle, vie perso, ne pas se mettre en surcharge. Et de l'autre côté, je dirais du côté management, c'est très compliqué aussi parce que ça veut dire qu'il faut que je donne de l'autonomie. Il faut que je puisse déléguer. Il faut que je perde quelque part le contrôle d'une certaine façon. Et ça veut dire qu'en fait, je dois donner certaines autorisations et moi, ce que j'appelle les territoires d'autorité, c'est-à-dire dans une entreprise, vous avez par exemple un certain nombre de salariés dans FlexiOffice et puis vous avez le top manager qui a son propre bureau. Et là, c'est plus du tout pareil. On a rabattu les cartes et je dirais que tout le monde est un peu à la même enseigne. Et il y a certains managers qui aimeraient bien quand même garder ce contrôle, qui vont surcharger en réunion, par exemple, pour avoir cette impression toujours de contrôle sur les personnes. Et là, ça change un petit peu, je dirais, les modes de management et de cadre.
Alors justement, en ce qui concerne le cadre, ça aussi c'est un élément important et qui peut être un élément de vigilance ou de ressources, ça va dépendre. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des salariés, qui ont besoin, pour certains, d'avoir un cadre pour pouvoir bien fonctionner. C'est-à-dire qu'on leur donne vraiment des objectifs précis, qu'on leur donne la démarche à suivre et ainsi de suite. Donc, ils se sentiront à l'aise dans une entreprise qui les cadre un petit peu, alors que d'autres, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils veulent plutôt de la liberté, de l'autonomie et du contrôle. Et donc, ça va être un peu la difficulté à venir, notamment des nouveaux modes de management, de savoir s'adapter aux besoins des gens et d'être très adaptable par rapport à cette demande. C'est-à-dire qu'il y a des gens, effectivement, pour lesquels il va falloir être en écoute, peut-être les soutenir à différents épisodes, notamment de télétravail, qui sont peut-être un peu compliqués pour certains. Et puis pour d'autres, il faut savoir lâcher la bride et peut-être leur laisser l'autonomie dont ils ont besoin pour être justement efficaces. Ensuite, il y a la gestion du temps et de la charge de travail, et notamment cette autodiscipline qu'on peut ou pas avoir, c'est-à-dire est-ce que je suis capable de m'autodiscipliner pour travailler de telle heure à telle heure, faire telle chose, etc. Et ça, tout le monde ne l'a pas, et ça peut être compliqué pour certaines personnes. D'autant qu'il y a un virage là aussi entre ce que je pourrais dire comme on pourrait appeler le temps effectué, c'est-à-dire le temps efficace qu'on peut faire par exemple en ligne, et le temps de travail passé, ce qu'on voyait dans les entreprises. Dans les entreprises, il y a beaucoup de gens qui faisaient du présentéisme, hein, vous le savez, hein, qui venaient dans des réunions avec des tas de dossiers sous bras, après qui allaient à la machine à café, etc. Et là, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce qu'il n'y a plus ces temps-là. Et donc, on ne peut plus aller au café, fumer une cigarette, discuter avec les collègues. Et donc là, c'est le travail effectué qui va vraiment être vraiment, comment dire, révélateur. Après, j'en ai parlé, c'est le manager qui risque de mettre des surcharges hein, par excès d'autorité, entre guillemets, parce qu'il veut garder quelque part le contrôle. Ensuite, il y a le temps digital. Alors, j'ai appelé ça le temps digital parce que le temps digital, ce temps sur les écrans, ce temps sur les applis, ce temps digital n'est pas celui de notre cerveau. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'immédiateté, c'est-à-dire que j'envoie une info, j'envoie un SMS, j'envoie un mail, j'envoie une demande de Skype ou de Zoom, ou etc. Et il faut tout de suite être dans la réponse. Il n'y a plus de temps entre le stimulus et la réponse. Donc, ça peut être un écueil hein, si on ne fait pas attention à ça, c'est-à-dire qu'en fait, on crée de nouvelles addictions, de nouveaux automatismes, et on est dans l'immédiateté et on n'a plus ce temps de réflexion nécessaire dont on a besoin, dont notre cerveau a besoin, dont notre bien-être, notre fonctionnement cognitif, effectivement, a besoin. Et du coup, cette immédiateté et cette façon de travailler à distance peut être très efficace, mais ça peut nuire à la créativité et la co-construction. Parce qu'on a besoin d'être en lien, on a besoin d'avoir des échanges informels. Des fois, une bonne idée va jaillir au moment je sais pas, de la machine à café. Et du coup, cette rigueur en fait, qu'on s'impose, réunion de telle heure à telle heure sur Skype, eh bien, quelque part, ça peut être efficace un temps, mais ça va peut-être empêcher après, à long terme, la créativité, la co-construction et l'agilité. 8e écueil, c'est le renfermement sur soi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont renfermés du fait du confinement, du fait de ce que je disais de l'impuissance apprise. Et en fait, ils ne veulent plus trop communiquer, ils ne veulent plus trop communiquer même leurs besoins. C'est-à-dire, si par exemple, ils ont besoin d'écoute, ils ont besoin de soutien d'un manager, ils ne vont plus communiquer. Hein, donc ça va être difficile parce qu'il faut les dénicher et ça peut être un petit peu compliqué. 9e élément, toujours en zone de vigilance, c'est la robotisation. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu beaucoup d'entreprises qui maintenant, se disant que finalement, c'est plus intéressant d'avoir des robots dans plein de domaines et qu'on va pouvoir externaliser beaucoup de tâches et qu'on va pouvoir mettre aussi beaucoup de personnes en télétravail avec notamment des personnes qui ne seront pas forcément en France, mais qui seront, pourquoi pas, dans tous les coins du monde. C'est ce que Zuckerberg a annoncé d'ailleurs pour Facebook. Et ça, effectivement, ça va être compliqué parce que, par exemple, est-ce que l'homme va être finalement un concurrent des robots hein, ou au contraire, est-ce que ces robots vont permettre à l'homme de dégager du temps libre et qui va pouvoir se cultiver, s'enrichir, etc. Mais comment, du coup, qu'est-ce qu'on va faire de ce temps libre et comment on va le monnayer quelque part? Est-ce qu'il faudra à long terme
taxer cette robotisation, par exemple. Mais on voit l'influence, alors c'était déjà en cours, hein, mais avec cette période Covid, ça a forcé en plus cette robotisation que l'on constate. Il y a maintenant même par exemple, au niveau de la chasse de tête RH, ça commence à être robotisé. Il y a beaucoup de tâches qui sont de plus en plus robotisées ou externalisées. Et ça, l'entreprise c'est un peu normal, elle va essayer d'en profiter, elle va profiter du télétravail, puisque finalement, ça va lui permettre aussi de gagner hein, finalement en capital. Et puis, dernier élément en vigilance, c'est la prise en compte des nouveaux modes de travail par les entreprises. Et ça, c'est une vraie question. J'en ai parlé l'autre jour avec des avocats. Est-ce que, par exemple, l'entreprise va considérer que quand vous avez une pièce chez vous, eh ben, elle va vous payer la moitié du loyer ou une partie du loyer? Est-ce qu'elle va vous donner un bureau avec un ordinateur dernier cri? Est-ce qu'elle va vous mettre un fauteuil ergonomique? Donc, il y a des entreprises qui commencent à le faire. Et en tout cas, ça va être une vraie revendication parce que si le télétravail se généralise, il va y avoir ce genre de demande obligatoirement. Voilà, donc ça, c'était les zones de ressources, de vigilance. Et je vais terminer sur les 10 zones de ressources que j'ai identifiées en discutant et en faisant le WELCAP au niveau des entreprises. La première zone de ressources, c'est le capital humain. C'est-à-dire que le capital humain, tout ce qui était capital humain, analyse des RH, évaluation du stress, comme nous on fait avec WellScan par exemple, en fait tout ce qui concerne la QVT, c'est-à-dire la qualité de vie au travail, c'était un petit peu, je dirais, le nice to have, mais pas le must to have. Hein. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises mettaient ça sous le tapis en disant, il ne faut pas que ça nous crée de problèmes plus qu'autre chose. Et là, finalement, ça a bousculé les choses et ce capital humain, j'espère du moins, qui sera considéré plus comme un investissement que comme un coût. Hein, c'est-à-dire que l'humain redevient un peu au cœur, c'est l'énergie des hommes qui fait avancer les entreprises. Et du coup, mon espoir, mon souhait, mais ce que je vois quand même pointer sur pas mal d'entreprises qui réfléchissent à ça, c'est remettre un peu le capital humain au cœur. Ensuite, deuxième, c'est l'entreprise qui va changer un peu de fonction. Est-ce que l'entreprise va être vue comme un lieu d'échange, comme un lieu de créativité, comme un lieu de soutien, comme un lieu de collaboration, auquel cas on aura plaisir d'y retourner parce que ça va nous manquer, et non plus comme simplement un espace de travail où on va compter les heures. Ça, c'est aussi une nouvelle dynamique. Après, il y a ce que j'appelle le triple lien relationnel. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'a mis en évidence ce Covid, notamment au niveau professionnel, je ne parle pas de la santé, mais au niveau professionnel, c'est que c'est toujours cette histoire de lien. Quel est le lien qui est développé? D'abord par rapport à soi, quand je me retrouve tout seul, chez moi, face à mon télétravail, ou face à comment je me perçois en fait? Est-ce que je me perçois efficace? Comment je me perçois au niveau de mon ressenti interne, etc. Ça, c'est un élément. Après, il y a le lien à l'autre. Comment je perçois les autres? Parce que là, la dynamique change. J'ai plus les mêmes rapports avec mes collègues ou avec une personne en Skype qu'avant. Et même pour les nouveaux modes de travail avec des personnes qui vont être sur place, du moins pendant un certain temps, tant qu'il y a encore les gestes barrières, les masques et encore que ça risque de marquer les esprits pendant un certain temps. Hein. Et donc, on voit que le rapport aux autres aussi a changé. Et puis, le dernier élément, c'est le rapport à l'environnement. C'est-à-dire que ça, on le savait que les risques climatiques, la responsabilité environnementale et écologique de l'entreprise, etc., c'était important. Mais pour beaucoup de personnes, ça prend une dimension nouvelle et encore plus importante. Alors, ça nous amène à la quatrième ressource qui est les nouveaux modes de management. En gros, le management 2.0. Hein. Et ce management, il ne peut plus être vécu de la même façon. Il ne peut plus être fait de la même façon. C'est-à-dire que le nouveau manager va être obligé de prendre en compte un certain nombre de paramètres. Il va être obligé d'être beaucoup plus soutenant, beaucoup plus en mode bienveillance, etc. Et ça sera pris en compte. C'est une évolution si l'entreprise joue le jeu et si, par exemple, elle va évaluer les futurs managers sur cet aspect-là aussi. Parce que si ce n'est pas évalué, finalement, ça ne change rien. Hein. Voilà. Ensuite, il y a le nouveau mode de télétravail ou les nouveaux modes de travail en général. Est-ce qu'ils vont être vus et perçus et utilisés comme une nouvelle source d'épanouissement personnel? Et là, ça rejoint par exemple les futures formations en ligne qu'on a déjà, mais qui vont encore se développer. Les personnes qui vont profiter du temps libre
et de l'organisation de leur propre travail pour développer d'autres choses. Donc là, ça peut être une dynamique intéressante. Sixièmement, c'est ne plus avoir besoin de faire de présentiel au sein de l'entreprise, de jouer un rôle, d'être là, de faire semblant en fait. Hein. C'est-à-dire que là, bon, ben, maintenant, effectivement, les choses sont un peu remises à plat et on est vraiment utile ou on n'est pas utile en fait. Hein. Donc, on va peut-être remettre comment dire, son travail avec plus de sens et d'efficacité plutôt que d'essayer de jouer un rôle qui n'est pas forcément soi-même. Après, il va y avoir certainement de nouvelles opportunités, notamment dans tout ce qui va être métier, les nouveaux métiers, peut-être des responsables, par exemple, du télétravail, qui vont être un peu les chefs d'orchestre ou le chef de gare de futures plateformes de télétravail. Il y a des entreprises, j'ai vu aux États-Unis maintenant, qui vont faire que du télétravail. Alors, c'est peut-être un écueil dans l'autre sens. J'ai vu qu'il y a une grande mutuelle aussi qui va changer complètement ses modes de management et de fonctionnement avec au moins 80% de télétravail. On sent qu'il y a eu vraiment une grande transformation, hein, quelque part. Hein. Ça a bougé les lignes. Pareil au niveau de la formation. La formation telle qu'on la connaît, je pense qu'elle va exister malgré tout parce que les gens ont envie d'être ensemble, ont envie d'apprendre ensemble, ont envie de pouvoir échanger ensemble. Mais quand même, tout ce qui va être digitalisation de la formation et peut-être des nouveaux modes pédagogiques, hein, là, il y a une vraie réflexion sur la créativité au niveau des modes pédagogiques qui vont arriver certainement et qui seront aussi très intéressants. Puis je vais terminer sur deux éléments. Le premier, c'est de donner du sens. C'est-à-dire qu'en fait, l'humain, quand on regarde bien, il aime les histoires. Il aime croire aux histoires. Il fonctionne par histoire. On le voit dans les mythes, on les voit dans les religions, on les voit dans la politique, on les voit partout. C'est-à-dire qu'en fait, quelle est l'histoire qu'on se raconte? Et notamment après cet épisode un peu douloureux, quelle est la nouvelle histoire qu'on va créer? Qu'est-ce que va me raconter mon entreprise? Qu'est-ce qui va donner du sens? Qu'est-ce qui va faire que j'ai envie d'y aller ou pas envie d'y aller? Et c'est là où on voit aussi les décrocheurs. Hein. Donc l'entreprise va être obligée de créer une nouvelle histoire. À mon avis, il y a un avant et un après. Et cet après, il passe par la création d'une nouvelle histoire. Et puis, d'une nouvelle histoire d'ailleurs qui sera collaborative. Hein. Ce n'est pas forcément la direction qui va dire ben voilà, voilà ma nouvelle histoire. Et puis, je termine là-dessus en disant que j'aime bien la métaphore du chêne et du roseau, donc de la fameuse fable de La Fontaine. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le chêne ou le roseau, c'est-à-dire que le chêne se casse et le roseau est agile, mais c'est à la fois le chêne et le roseau. Le chêne qui symbolise à la fois la stabilité, le côté tuteur et confiance que peut donner l'entreprise, mais aussi le roseau qui est l'agilité, l'adaptation, la co-construction dans un ensemble, je dirais, cohérent, un peu comme la philosophie chinoise de Yin et du Yang. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors maintenant, je suis ouvert à l'ensemble des questions. Merci, docteur, pour cette présentation succincte, rapide et riche de vos réflexions sur le, comment dire, sur votre expérience en matière de Covid. Et donc, les questions sont ouvertes. Vous pouvez donc intervenir chacun à votre tour pour poser des questions. J'ai une métaphore qui m'est venue en vous écoutant parler du chêne du roseau. Vous savez que l'invention de la chaîne avec les anneaux, c'est une manière de concevoir un objet qui a à la fois la force du chêne et la souplesse du roseau. Donc ça me faisait penser à ça. Voilà, je laisse l'espace à vous les studios. Alors j'ai une question, est-ce que vous pensez que ça a changé aussi? Alors ça, c'est la vraie question. Hein, c'est-à-dire que, vous savez, on entend toujours dans la presse, parce qu'ils aiment bien un petit peu les titres accrocheurs, les punchlines, le fameux monde d'après, le monde d'après. Est-ce qu'il y aura un monde d'après? J'en suis pas sûr. Quand on regarde dans l'histoire, finalement, est-ce qu'on a appris de nos erreurs? Est-ce qu'on a appris des traumatismes, etc. On voit qu'ils se répètent et que, je ne sais pas si c'est particularités de Sapiens Sapiens, mais c'est difficile, bien que il y a quand même des évolutions positives, bien que quand on regarde sur le long terme, il y a quand même pas mal de choses, je dirais, en note positive qui se sont passées, mais malgré tout, on a du mal. Et est-ce que, quel est notamment le rôle de l'entreprise dans cette histoire?
Est-ce qu'elle va vouloir absolument récupérer ses pertes, durcir un maximum un certain nombre de choses, licencier des gens, et finalement ce monde d'après sera encore pire que le monde d'avant? Ou est-ce qu'au contraire, ça va donner lieu à une nouvelle résilience un peu globale? Je pense qu'il est encore un peu tôt pour le dire. Hein, ça va être intéressant en tout cas. Ce qui va se passer va être très très intéressant. Oui, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions par la voix. Hein. Comme on n'est qu'une cinquantaine, n'hésitez pas. Nicole. Oui, j'étais en train de réfléchir. Bonjour, c'est très intéressant. J'aime beaucoup ces nouvelles zones de ressources. J'ai connu des grandes entreprises et des petites entreprises qui n'étaient pas du tout mûres pour être dans le capital humain. C'est un investissement, des managers qui deviennent soutenants. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour accélérer ces compétences qu'on peut appeler soft skills ou en tout cas voilà, plus humaines et que je n'ai pas vraiment vues dans le management que j'ai connu. Est-ce que, excusez-moi, je précise juste, en France, être un manager, c'est être un technicien. C'est ça. Et alors là, effectivement, ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire que est-ce que le capital humain va être considéré comme un investissement ou un coût? Si c'est considéré comme un investissement, ça veut dire qu'il va falloir peut-être que j'aide mes managers à aller dans ce sens-là. Il va peut-être falloir que je les forme, que j'évalue les soft skills, que je crée d'autres process qui iront plutôt dans ce sens. C'est une vraie réflexion globale et au niveau de l'entreprise en général et au niveau des équipes en particulier pour aller dans ce sens-là. Et ça demande une volonté de base. Et cette volonté, je suis d'accord avec vous, elle est sous-tendue par la maturité en gros de l'entreprise déjà. Est-ce que l'entreprise est suffisamment mature ou pas? Ça va révéler ça aussi. Ça va révéler quelque part la maturité d'une entreprise. Hein. Je pense qu'il va y avoir un peu de ça. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. La distanciation physique et le retour au transport en commun sont deux stress différents. Oui. Alors, est-ce que ce sont deux stress? Ça dépend des gens. Hein. Il y a des gens qui vont le vivre comme un stress, d'autres qui vont le vivre comme simplement comment dire, une pratique de prévention santé pour un temps donné. C'est vrai, les personnes qui vont intégrer ça comme un stress, effectivement, cette distanciation physique, eh bien, ils risquent de l'intégrer après, avoir toujours peut-être ce réflexe de je serre la main, mince, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est ça qu'on n'a pas évalué parce que moi, je pense que cette deuxième vague, oui, elle va avoir lieu, mais la deuxième vague, elle va être psychologique, elle va être sociale, elle va être économique avant tout. Donc ça, on a du mal encore à mesurer tout ce que ça va pouvoir engendrer. Et je vois des copains qui sont psychiatres qui disent que déjà, dans les hôpitaux, c'est plus des Covid qui arrivent. Maintenant, c'est des gens en dépression, c'est des gens qui ont décompensé en fait, qui avaient déjà certainement des difficultés psychologiques, mais du coup, ça a créé une sorte de révélateur. Hein, donc voilà. Il y a d'autres questions. Les conflits interpersonnels dans les entreprises, oui, c'est fort possible. C'est fort possible qu'il y ait des nouveaux mouvements qui vont… parce que c'est difficile de changer. Hein, donc, cette mutation, elle se fera peut-être pour certaines entreprises dans la souplesse, dans la douceur, et pour d'autres entreprises, ça risque d'être compliqué. Et oui, je pense que peut-être ça va amener des conflits parce qu'une entreprise, par exemple, qui a dépensé des millions d'euros pour créer des espaces de collectifs, de flex mobile, de télétravail, enfin comment on appelle ça, de travail en commun et que tout d'un coup, les gens réclament du télétravail. Soit ça se passe bien et puis on dit bon, on va transformer cet espace avec un autre objectif, ou soit ça se passe mal. Hein, donc effectivement. Là encore, c'est une interrogation. Hein. Excusez-moi. Oui, pardon. Justement pour rebondir sur une question que je vois sur les parts des 3 zones rouge, vert, bleu. Ouais, c'est un tiers, à peu près. Je voulais savoir si ça correspondait à des secteurs tertiaires, secondaires, voilà, ou à des activités. Alors, oui, on a vu des petites différences, mais encore que, par exemple, si on fait manager, ou si on fait les gens de province, les gens de Paris, ou si on fait les plus anciens, les plus jeunes, enfin, on a fait des tas de segmentations. Finalement, moi, quand j'ai regardé l'ensemble des résultats, on était quand même assez homogène dans cette idée alors il y a des petites variantes, mais dans cette idée de dire un tiers, à peu près.
à peu près. Donc, ce qui fait qu'il y a des chefs d'entreprise qui ont interprété ça de façon positive en disant bah, si on additionne les bleus plus les verts, on a 2 tiers de gens qui vont bien et qui finalement supportent tout très bien et avec lesquels on va pouvoir avancer. Je leur dis oui, bien sûr que c'est vrai, mais attention aux personnes en orange, en rouge, etc. Donc là, par exemple, j'ai travaillé avec des médecins du travail pour qu'ils puissent organiser des cellules d'écoute, convoquer certaines personnes, parce qu'on ne va pas les laisser sur le bas de la route. Hein. Donc, effectivement. Alors, d'autres questions? Qu'est-ce qu'il y a comme autre question? Alors, le monde des producteurs en présentiel et le monde des cols blancs en télétravail risque de rupture. Oui, c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. C'est vrai qu'il va y avoir, voilà, encore une fois, des risques à ce niveau-là. Ça fait partie je ne l'ai pas marqué, mais ça fait partie des zones de vigilance. C'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être 2 mondes. Hein. Ceux qui vont être en télétravail tranquilles chez eux et qui auront le droit de rester chez eux et de travailler un petit peu à leur rythme avec une prise de contrôle de leur tâche journalière, etc. Et d'ailleurs, on l'a fait récemment. On a cherché à mesurer ça, mais je n'ai pas encore le résultat. Entre des gens, par exemple, sur une grande entreprise du bâtiment, entre ceux qui étaient en télétravail et ceux qui étaient sur les chantiers. Vous voyez? Et donc, on va voir si déjà, là, à ce niveau-là, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a déjà une scission qui se met en place? C'est encore trop tôt pour vous répondre parce qu'on est en cours d'évaluation pour celle-là. Mais c'est vrai que c'est un risque. Je peux reposer encore une question? Oui, oui, vas-y, Christelle. Vous avez parlé des entreprises matures, ça m'intéresse beaucoup, parce que quelles seraient les conditions pour les détecter? Qu'est-ce qui les marque? Ah, c'est une Comment bonne est-ce qu'on question. les trouve? Ouais, c'est une bonne question. Pour Alors, quels items? déjà, quand on interroge les gens sur la notion de confiance, par exemple, il y a 2 notions que je trouve importantes par rapport à ça. C'est la notion de confiance et la notion de justice. C'est-à-dire que si je suis dans une entreprise où j'ai confiance, où je peux m'exprimer, où je peux être écouté, où ma parole peut compter autant que celle d'un tel ou d'un tel, même voire même d'un manager, déjà c'est un élément. Et d'autre part, si j'ai un sentiment de justice que, par exemple, la parité homme-femme, par exemple, les salaires, par exemple, etc., ou du moins que les valeurs qui sont exprimées sont vraiment vécues, déjà, ça fait un autre élément. Et puis, je rajouterais aussi la capacité de se remettre en cause. C'est-à-dire une entreprise mature, elles n'ont pas peur de se remettre en cause. Les entreprises immatures, elles sont rigides, elles veulent rester telles qu'elles sont, avec leur process, avec leur mode, et du coup, on a du mal à les faire bouger. Et ceux qui essayent de les faire bouger sont facilement mis sur le bas-côté, éjectés ou au placard. Et l'entreprise mature, elle est souple. Hein. Donc voilà, une entreprise en bonne santé, c'est comme le corps humain. Il est souple. Merci. Merci, docteur. J'ai une question, si c'est possible. Vas-y, Oui. vas-y, Christelle. Bonsoir à tous. J'aimerais savoir si vous avez déjà prévu de refaire l'étude que vous avez faite à 6 mois, par exemple, ou à 1 an. Parce que je reviens sur cette notion de confiance qui est possible pour démarrer le processus de résilience. Là, ce que j'entends, c'est qu'on n'est pas vraiment dans un environnement dans lequel les salariés se sentent forcément en confiance, ni les entreprises. Est-ce que vous avez prévu de refaire un scan dans 6 mois pour voir s'il y a une évolution des personnes entre les zones rouge, orange, verte et bleue? Donc le WellCap, nous, on l'a mis à disposition des différents consultants et des entreprises. Donc, j'ai envie de dire, nous, on n'est pas vraiment moteur dans l'histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, si l'entreprise nous dit, nous, on pousse dans ce sens-là, bien sûr, hein, si l'entreprise nous dit, effectivement, là, à un temps T, c'était intéressant d'avoir les analyses et on voudrait les reproduire à un temps T plus 6 mois, voire à un temps T plus 1 an, avec plaisir. Au contraire, ça va nous faire des possibilités de comparer ce qui s'est passé avec la même échelle. Donc, c'est toujours bien d'avoir la même échelle pour comparer ce qu'on veut comparer. Et donc, effectivement, ça sera intéressant. Je sais qu'il y a notamment une grande entreprise avec laquelle on a travaillé qui a déjà eu cette réflexion. Ils nous ont dit peut-être on va le refaire dans 6 mois. Donc, on va voir si finalement ils font ce qu'ils ont dit. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour le savoir aussi, mais en tout cas, nous, on va pousser dans ce sens-là. Merci beaucoup.
Il y a deux questions qui se trouvent dans la discussion, le fil de discussion. Alors, Est-ce que, comment dire, quel retour avez-vous sur la convivialité distancielle organisée dans les entreprises? la convivialité distancielle, c'est-à-dire c'est dans les webinars, par exemple, ou dans les réunions Skype et autres, Teams. On peut peut-être demander à Emmanuel de préciser sa question. Si tu nous entends, Emmanuel. Oui, c'est ça, tout à fait. Ah, Oui, on dit on fait un apéro avec toute l'équipe à distance. Enfin, ce genre de, ça peut avoir différentes formules, mais l'idée était d'aborder le plaisir, on va dire, ou le bien vivre ensemble à distance. C'est-à-dire on est en dehors d'une activité à proprement dit de travail. alors ça, moi je l'ai vu effectivement, mais plus entre collègues, amis, qui avaient envie de garder certains liens, notamment pendant le confinement, ou avec des réseaux comme ça. C'est-à-dire que le manager qui organise un espace de convivialité, moi je l'ai peu vu, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas et qu'ils ne l'ont pas fait, hein. Mais je l'ai peu vu parce que les réunions les réunions qui étaient programmées, elles étaient toujours des réunions de boulot et le plus efficace possible, et ça enchaînait, ça enchaînait. Donc moi j'ai vu pas mal de salariés qui étaient limite burn-out à force d'enchaîner des Teams à longueur de journée, et qui en avaient marre, même si on leur proposait par exemple une convivialité distancielle, je ne sais même pas s'ils auraient eu envie de le faire, quoi. Donc ça dépend. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas eu lieu et que ça n'a pas été positif dans certaines circonstances, hein. Effectivement. Merci. Et j'ai une autre question par rapport à l'étude que vous avez évoquée pour la grande entreprise. Qu'est-ce qu'ils en ont fait puisqu'ils ont réalisé donc WebCap, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'ils en ont fait ou quelles sont des pistes, enfin sans dévoiler de secret, mais Oui. comment ça les a inspirés concrètement après? Alors concrètement, ça a permis trois choses essentielles à mon avis. La première, c'était la détection des personnes en vigilance. Parce que sinon, on ne pouvait pas le savoir, hein. Donc, vraiment, là, ça a permis d'identifier et où étaient ces personnes en vigilance. Évidemment, on garde la confidentialité, c'est RGPD, etc. C'est-à-dire qu'on ne dévoile le nom des personnes qu'au médecin du travail, hein. Ça, c'est important. Mais en tout cas, on a pu identifier si elles étaient plutôt dans tel secteur, tel secteur, tel secteur. Et on a pu même identifier si elles étaient sous la dépendance de tel ou tel manager. Et par exemple, qu'est-ce que faisait ce manager? Est-ce qu'il mettait trop de réunions Teams et autres? Donc, ces personnes-là, d'une part, elles ont été identifiées et on les a confiées donc, dans les différents secteurs aux différents médecins du travail. Pour ceux qui ont des médecins du travail, parce qu'il y a des entreprises où c'est un peu plus compliqué. Ça, c'était le premier élément. Deuxième élément qu'on a posé, mais c'était en question annexe, mais ça a été assez utile, c'est qu'est-ce que voulaient les gens en mode télétravail, comment ils voulaient reprendre finalement après tout ça, hein, comment ça allait se passer, comment ils estimaient que finalement quelle était la bonne formule pour eux. Et là, on a pu identifier que la bonne formule, plutôt que, par exemple, une semaine de télétravail, une semaine sur site et ainsi de suite, ils préféraient en gros 3 à 4 jours de télétravail pour un jour à l'entreprise, ou un jour ou deux. Voilà, et ça a changé complètement les proportions. Vous imaginez une entreprise qui a ce type de résultat, quoi. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, c'était d'identifier les besoins notamment de certains managers pour avoir justement des formations complémentaires sur les soft skills ou autres, parce que ils se sentent un peu démunis, quoi. Le manager, il essaye toujours de faire ce qui lui semble mieux, du moins pour ceux qui ne sont pas toxiques et pervers, mais il n'a pas toujours les compétences, il n'a pas toujours les skills qui lui permettent d'agir en conséquence, quoi. Et donc, ça a permis de voir ça et de peut-être de donner après un certain nombre de formations en lien. Voilà. Merci. J'ai deux questions. Est-ce que vous avez un retour d'expérience sur les craintes majeures des managers pour la reprise? Ça, c'est une question. Les craintes des managers pour la reprise, oui, c'est-à-dire que ils sont pas. Si l'entreprise joue le jeu et qu'elle dit, voilà, maintenant on va changer nos modes de fonctionnement, comme la mutuelle, là, dont on a entendu parler, on va mettre le télétravail beaucoup plus au cœur, on va changer notre mode de management, etc. Donc il y a un certain nombre de managers qui vont freiner, qui vont effectivement avoir peur, qui vont avoir les collaborateurs qu'ils avaient comme ça sous leur coupe à longueur de journée, ce ne sera plus tout à fait le cas. Donc ceux-là, je pense qu'ils vont
est un frein et que du moins, il va falloir les accompagner pour qu'ils puissent passer dans ce nouveau mode de management, j'ai envie de dire. Pour ceux qui étaient déjà dans cet état d'esprit, dans cette maturité, ça va presque être un bonheur parce que du coup, ils vont manager autrement, ils vont manager différemment, mais entre guillemets, avec l'aval de la direction générale. Donc, voilà. Donc, pour certains, ça va être vraiment positif. Moi, j'en connais qui sont très contents de ce qui se passe parce que justement, ça va changer la donne au niveau du management. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont freiner des cas de pied, cas de fer. Alors, Est-ce que l'impact sur le rôle des partenaires sociaux fait partie des variables étudiées ou à étudier dans cette analyse? alors, les partenaires sociaux, ils ont confondu plusieurs choses pour l'instant. C'est-à-dire que là, par exemple, sur le WCAP, ils ont confondu avec les risques psychosociaux. Pourtant, je l'aurais expliqué. J'aurais dit, on ne fait pas une enquête de risques psychosociaux, on fait une enquête plutôt sur la résilience. Ce n'est pas pareil. Eux, ils ne comprennent pas la résilience. Donc, ils ont pris les chiffres pour se dire, ben voilà, est-ce que c'est des risques psychosociaux? Or, on a fait le WellScan pour les risques psychosociaux. Or, là, ce n'est pas tout à fait pareil parce que si on veut mesurer les risques psychosociaux, il y a plein de paramètres qu'il faut mesurer. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Il y a d'un côté, oui, il y a du stress avec de l'anxiété, mais quelles sont les sources de rebond? Quelles sont les ressources? Ça, c'est un élément. Et les risques psychosociaux. Et avec les partenaires sociaux, c'est un petit peu compliqué parce qu'à chaque fois, ils veulent me ramener dans les RPS et pourtant, j'essaye de leur expliquer que ce n'est pas tout à fait pareil, mais bon, on va y arriver. Perspective de reconversion professionnelle. Alors oui, ça c'est important parce que je suis persuadé qu'il va y avoir effectivement, mais ça on le sait, hein, c'est pas moi qui l'invente, mais que les métiers d'aujourd'hui, il y en a plein qui vont être supprimés, qu'il va y avoir plein de nouveaux métiers qui arrivent et que donc du coup les reconversions professionnelles, la formation professionnelle va être très importante. C'est-à-dire si effectivement je suis en télétravail et que j'ai plus de temps peut-être que je gagne sur les temps de transport par exemple, pour commencer à me former et que c'est en plus payé par mon entreprise et que je peux apprendre de nouvelles compétences et que je suis en phase avec les besoins des entreprises de demain, ça c'est un premier élément. L'autre élément, c'est que je pense qu'il va y avoir de plus en plus comment dire, de travail qui va être détaché, fait par des freelances, fait par des cabinets partenaires, etc. Et que pour un certain nombre de salariés, ça va être peut-être l'opportunité de travailler sur une niche, sur un secteur, d'en faire quelque chose de très performant et de devenir même partenaire de leur propre entreprise. Il va y avoir des modifications comme ça, c'est certain, et avec une autonomie des personnes. Alors certains, comme on disait tout à l'heure, peuvent être sur la touche, donc c'est dommage, il va falloir peut-être les accompagner un peu plus, mais en tout cas, ça va être intéressant. Excusez-moi, c'est moi qui ai posé la question, juste pour rebondir. Vous pensez que ça pourrait être aussi motivé par l'entreprise et pas uniquement une démarche personnelle des collaborateurs en ces temps de crise, justement? Alors oui, pour certaines entreprises. Par exemple, il va y avoir certainement des nouveaux métiers. Je pense par exemple le chef d'orchestre du télétravail, par exemple. J'invente un métier. Oui, voilà, c'est ça. Ma réflexion. Si l'entreprise identifie et qu'elle se dit, je vais avoir ce type de besoin et qui correspond à tel profil et telle compétence et tel soft skill, etc., bien sûr que ça va donner certainement de nouvelles opportunités. Hein, ça ne sera pas seulement la table de ping-pong à l'entrée de l'entreprise, mais peut-être des nouvelles formes de liens, de collaboration et d'analyse. Je pense à la créativité, par exemple. C'est sûr que la créativité, elle se fait plus sur place en lien avec les personnes. Mais pourquoi pas inventer des formes de créativité en distanciel, hein, et donc non pas avoir un Teams pour uniquement résoudre les problématiques de la journée, mais aussi un peu comme on disait les espaces de convivialité. Eh bien, on peut développer ce genre de choses. Enfin, il y a plein de choses à inventer, je pense, et à imaginer, qui étaient déjà en gestation. Hein, c'est pas nouveau, hein, surtout avec la nouvelle génération qui arrive. Mais cet épisode Covid, peut-être, va mettre en évidence à la fois nos fragilités et nos difficultés, mais aussi certains nouveaux paramètres et certaines nouvelles ressources. Merci docteur. Donc, il y a une question qui est: le principe d'équipe de travail semble être mis à mal avec davantage une individualisation du travail, sous forme de question.
Alors, attendez, je ne la vois pas celle-là. Juste avant l'avant-dernier poste. Semble mise à mal avec davantage une individualisation du travail. Ah ben oui, c'est ça. Alors ça, effectivement, l'article que je disais là sur les nouveaux modes de travail et notamment avec Facebook, mais c'est pas les seuls. Je ne sais plus quelle grande entreprise aussi qui disait que en fait, ils vont recruter maintenant des gens dans tous les coins du monde. C'est-à-dire que pour le coup, surtout si l'entreprise elle est plutôt anglophone, eh bien, on recrute un collaborateur. Étant donné qu'il va être 80% de son temps, voire 100% de son temps en télétravail, si je suis à New York, je peux le recruter en Allemagne ou l'inverse. Hein, donc, ça va changer complètement aussi certains modes. Hein, pour le coup, je peux très bien être manager avec 10 personnes dans mon équipe, mais 10 personnes qui sont peut-être même pas en France. Hein, alors là, c'est sûr que on va avoir une certaine individualisation, je pense, c'est vrai, du travail, avec ses côtés positifs, avec ses côtés négatifs. Hein, donc voilà, c'est comme tout, hein, il y aura les deux faces de la médaille. Merci. La suivante, c'est quel conseil pour les managers pour que tous les rouges passent au vert et au moins soient alignés pour une reprise? Et ne pas oublier que les managers vont devoir accélérer pour rattraper le temps perdu suite au confinement. C'est ça, c'est-à-dire que pour justement que les rouges passent au vert, il va falloir que les managers les accompagnent. On en revient toujours à la même chose, ça va être l'accompagnement du manager, donc sa capacité, d'abord sa capacité d'écoute, et puis sa capacité à donner de la confiance, sa capacité à accompagner dans les nouvelles façons de travailler. Par exemple, je peux très bien être très performant sur site parce que je suis en collaboration avec un tel, juste dans le bureau d'à côté, etc. Et puis, je me retrouve chez moi à faire plus ou moins le même style de travail, mais tout d'un coup, je panique parce que je suis tout seul, je ne peux pas demander conseil à ma voisine d'à côté, et ainsi de suite. Et là, s'il n'y a pas un manager qui me prend en charge et qui m'explique et qui m'aide, je peux rentrer dans un mode panique et du coup, ne plus être efficace du tout. Hein. Alors, le risque, c'est qu'on va identifier ces personnes qui ne sont pas efficaces et que le jour où il va y avoir une restructuration, eh bien, on les mette sur le banc. Mais j'espère que non. Et donc, le manager, il a à la fois sa capacité d'écoute. Maintenant, s'il n'a pas cette capacité d'écoute, il peut très bien aussi déléguer et signaler qu'il a besoin d'être aidé, hein, par un coach, par un psychologue, etc., pour développer cette capacité d'écoute au sein de son équipe. Voilà, je crois qu'on arrive au temps qui était prévu. Oui, tout à fait. Et peut-être une dernière question, voilà, de Marianne Auriac. Alors, le panel, c'est vrai qu'on a eu deux grandes entreprises, une avec plus de 3000 personnes, une avec plus de 1000 personnes. Et puis, on a eu après des tas de petites PME. Ça allait de 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes, ou des petites équipes, etc. Donc là, on va voir comment ça se développe. Voilà, pour l'instant, voilà, on a eu ça. Donc, on a été étonnés, d'ailleurs, parce qu'on a fait ça comme ça, enfin, en se disant, on va jouer entre guillemets, la solidarité, puisqu'on l'a fait très peu cher, et ça va permettre aux entreprises d'identifier les symptômes de résilience, ou du moins les facteurs. Et puis, dès le premier jour de lancement, on a fait sauter le serveur, tellement il y avait de monde qui voulait répondre. Donc, ça prouve qu'il y a quand même une demande. Hein. Il y a quand même une demande, à la fois du côté des salariés et à la fois du côté des entreprises, quoi, management. Voilà, merci Voilà. beaucoup. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. Hein. J'espère que ça vous a intéressé. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Merci. En tout cas, vous avez probablement à travers Repère, vous pourrez, si vous avez des questions complémentaires et tout ça, vous pourrez avoir mon contact. Je serais ravi d'échanger avec vous, de partager des choses si ça vous intéresse. En tout cas, c'était un vrai plaisir pour moi et vraiment, je vous remercie de votre écoute, de votre présence et puis de toutes ces questions. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Donc, ceux qui auraient manqué une partie voudraient revoir
comment dire, le webinaire, il sera en ligne sur la page sur laquelle vous vous êtes inscrit. Et ben voilà, pour ceux que ça intéresse, ils peuvent se renseigner sur les programmes sur le site de l'Institut Repère, parce que évidemment les formations WellScan sont disponibles. Et voilà, vous retrouverez le docteur Lambolet dans un autre registre. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.